Bastia joue son quart de finale face à Nancy en 1992 et s'impose au tir au but 3-0. Cet exploit est une fierté pour l'île de Beauté. Mais sans le savoir, Bastia fêtera, lors du prochain tour, l'un des plus gros drames sportifs de l'après-guerre. Une fois la qualification en demi-finale de la Coupe de France acquise contre Nancy, la direction du club décide de démolir la tribune Club Papy et de la remplacer par une gigantesque structure métallique. La raison est simple, faire une recette maximale sur un match qui pourrait envoyer les Bastiais vers une finale de la Coupe de France. La démolition se fait sans aucun permis, dans la nuit du 24 au 25 avril 1992. À la suite du déblayage, la direction du club corse mandate une entreprise niçoise, Sud Tribune, pour construire une structure métallique de 9300 places. Coût de l'opération, 1 million de francs, environ 150 000 euros. Les travaux commençant le 28 avril. Malheureusement, une grève des dockers du port de Marseille bloque l'envoi des pièces vers la Corse. La compagnie décide alors de se tourner vers des prestataires locaux pour acquérir la structure. Le 29 avril, la commission de sécurité, gendarmerie, pompiers, DDE et préfecture inspectent le chantier. Les pompiers émettent de grosses réserves quant à la sécurité. Après 3 réunions, aucun progrès n'est réalisé. La Ligue de football corse transmet tout de même à la FFF un avis favorable quant à la tenue de la rencontre. Les billets sont alors mis en vente. La rencontre doit avoir lieu à 20h30. La tribune sur laquelle sont massés les supporters commence à bouger. Pour cause, sur les tubes verticaux de la partie arrière, il manque des diagonales de renfort. De plus, ces dernières reposent sur des cales en bois et des parpaings qui ne sont pas scellés. Un quart d'heure avant le début du match, alors que les supporters trépignent d'impatience, le speaker du stade leur demande de ne pas taper des pieds. Bien entendu, personne ne suit les consignes. À 20h23, la tribune s'effondre. À ce moment-là, les caméras de télévision étaient fixées sur la pelouse. Si elles n'ont pas capté la tragédie en direct, les téléspectateurs ont pu entendre le bruit sourd de l'effondrement. Une scène de panique s'ensuit. Les spectateurs envahissent la pelouse et les premiers blessés sont pris en charge. Une demi-heure plus tard, l'évacuation du stade est ordonnée. Les hélicoptères de la sécurité civile arrivent à 21h30. Les blessés sont envoyés à l'hôpital de Bastia, puis de Nice et de Marseille. Le bilan officiel de la tragédie est de 18 morts et 2357 blessés. Par solidarité envers les personnes décédées, le match ne sera jamais rejoué. La finale de l'épreuve non plus. Le procès de la catastrophe se déroule en 1995. Le directeur de la société Sud Tribune, Jean-Marie Boismont, est condamné à 26 mois de prison ferme et 6 084 € d'amende pour homicide des blessures involontaires. Michel Lorenzi, le vice-président du SC Bastia, a écopé de la même peine en première instance. Il a été reconnu coupable d'être à l'origine du faux procès-verbal. Sa peine a été réduite à l'appel de 10 mois avec sursis et 3 042 € d'amende. Raymond Lodun, directeur du cabinet du préfet, a été relaxé en première instance, mais a finalement écopé de 20 mois avec sursis et 6 084 € d'amende en appel. Au regard de la gravité des faits, les peines semblent quelque peu clémentes. Yves Bartolini, le représentant de la Ligue corse de football,
qui avait signé les documents autorisant la tenue de la rencontre, a écopé de 10 mois avec sursis en appel. Il ne s'agit pas de subtiliser à la justice, mais les familles des victimes regretteront sans doute que les principaux acteurs institutionnels aient échappé à la prison. Il n'y a guère que le président Sud Tribune qui se soit retrouvé derrière les barreaux. 28 ans après le drame de Furiani, l'Assemblée a voté l'interdiction des matchs de football le 5 mai, en hommage aux victimes de Furiani.